Bonjour à toutes et tous. Donc Nico vous a présenté un peu le contexte, où on est, etc. Moi, je vais aborder un petit peu plus notre organisation par rapport à la recherche, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Cette recherche, on l'a structurée finalement assez récemment, parce que on y a pensé en 2017-2018, et on l'a vraiment structurée en 2020. On a une attachée depuis 2021, et puis le fait d'être intégré dans Vivalto, il faut l'admettre, ça nous a permis quand même d'avoir, via les points SIGAP et via un financement, un peu plus de facilité pour l'organisation. L'objectif, c'est évidemment pas une rentabilité, on ne fait pas tout ça pour une rentabilité, c'est absolument pas la question. On partage, comme vous disait Nico, les moyens, mais on partage aussi le financement de cette recherche. Alors, on est organisé avec une TechArc, des fellows, comme vous le disait Nicolas, et donc on a deux structures un peu différentes. On a le côté genou conservateur et le côté genou prothétique hanche, parce que ça nous facilite un petit peu l'organisation au quotidien, un peu comme pendant l'internat, où c'est plus facile d'être attaché toujours aux deux ou trois mêmes personnes. Alors notre raisonnement, j'ai pas dit la vérité, hein, avec Nico, on a toujours basé ça sur le fait qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. On fait souvent ce qui est simple, on va y revenir. On a à cœur de développer des techniques, ou en tout cas d'utiliser en pratique quotidienne des techniques qui sont faciles, parce que si c'est trop compliqué, vous allez trouver toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Philippe Office appelait ça le biais de confirmation. Et puis, pour être simple, faisons la même chose, il faut qu'elle soit reproductible, parce que si vous, à chaque fois, vous réinventez les choses pour vos équipes, c'est très compliqué. Et puis, surtout, évaluons ce qu'on fait, parce que quand on a une idée, encore faut-il savoir ce que ça va donner, les résultats et l'évolution des patients. Donc on a mis en place une cohorte locale avec des principes, les mêmes indications, les mêmes techniques, le même suivi. Dans cette cohorte, sur la clinique, on fait à peu près 2400 ligaments croisés antérieurs reconstruction par an. On en a à peu près la moitié, puisqu'on est 3 à participer à cette cohorte. Donc même recueil, même suivi longitudinal, la même philosophie, et donc forcément les mêmes complications, on va y revenir, avec une évolution dont vous a parlé Nicolas, dont on est parti du DT4 avec Philippe Colombet qui nous avait appris cette technique. On y a ajouté ensuite le ligament antérolatéral, la prise en charge des ménisques, les rampes, les racines, la bioméca 3D et le retour au sport. Alors vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'en l'espace de 8 ans, on a inclus un peu plus de 8000 patients dans cette cohorte, donc on suit de façon régulière. Moyenne d'âge 27 ans, c'est cohérent avec la littérature. On a évidemment un peu plus d'hommes que de femmes, ça reste, même si les femmes aujourd'hui représente une part de plus en plus importante de la traumatologie du ligament croisé antérieur, puisque c'est surtout de ça dont on va parler aujourd'hui. Les hommes restent les plus nombreux. Donc à peu près 10% de révision, que ce soit les nôtres ou d'autres centres. Et donc, si on regarde, ça nous a permis de regarder un petit peu ce que ça donnait sur nos résultats. Si on prend à plus de 2 ans de recul, vous voyez qu'on a 6000 patients, on a 3% de rupture. On a 3% de ménisectomie secondaire, on a peu d'infections, mais probablement parce que, alors ce taux, il peut paraître à la fois faible et important, parce que les résultats sont influencés par les années 2018-2019, où avant l'introduction de la vancomycine, on en avait quand même un ou deux de temps en temps. Il faut admettre que la vancomycine a permis de diminuer cette complication. Et puis vous voyez un résultat intéressant, on a quasiment 5% de rupture contralatérale, on vient de soumettre une méta-analyse sur les ruptures contralatérales. La rupture contralatérale, c'est vraiment un facteur d'exposition. Et en théorie, si vous suivez les gens sur le long terme, à 5, 10, 15 ans, les deux courbes ne sont pas superposées. Vous aurez souvent plus de ruptures contralatérales que de ruptures parce que c'est un marqueur d'exposition. Sur ces 6200 patients, vous voyez qu'on a à peu près 60% de chirurgie méniscale associée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites des chirurgies du ligament croisé antérieur, vous allez vous retrouver à opérer plus de ménisques, avec 44% de suture du ménisque médial, vous voyez 16% du ménisque latéral. Donc la suture méniscale sur laquelle va revenir tout à l'heure Chloé, c'est important. Des chiffres intéressants aussi, vous voyez que le nombre de ligaments antérolatéral, il augmente progressivement. En 2018, on en faisait très peu. Et puis finalement, on en fait de plus en plus. Aujourd'hui, on est rendu à 80%. Alors 80% de ligaments antérolatéral, puisque chez certains patients, ou par exemple les pédiatriques ou d'autres contextes, on fait des tenodeses au fascialata. Ils ne sont pas inclus dans ce chiffre-là, mais globalement, on est à 95% de gestes antéro-latéraux associés. Les résultats, ça nous a permis, vous voyez, cette grande cohorte, ça nous permet d'avoir des analyses sur des nombres de patients assez importants. Ça nous a permis de trouver que le PASS pour le SKV, c'est-à-dire le niveau à partir duquel les gens se sentent bien quand vous leur posez la question « Comment vous vous sentez bien ?», c'est 71% seulement.
Si vous demandez à quelqu'un le SLRSI, le PASS, c'est-à-dire le score de SLRSI à partir duquel il se sent en confiance, c'est 60% seulement. Et ça on a pu l'analyser parce qu'il faut des grandes cohortes pour le faire. Et vous voyez que c'est assez intéressant parce que 60%, on y est quand même vite. Et donc, ça incite à la réflexion sur toutes nos valeurs seuil. Ça nous a permis aussi de voir ce que ça donnait pour les patients pédiatriques. Vous voyez qu'on avait regardé si, c'était il y a déjà quelques années, dans arthroscopie, il y a 5 ou 6 ans, on avait inclus 203 patients avec, sur le long terme et on avait finalement plus de rupture si on ne faisait pas le ténodèse latéral. À l'époque, c'était peut-être un peu moins prégnant que maintenant, mais en tout cas, on l'avait confirmé avec des profils à haut risque. Vous voyez que le fait de ne pas reconstruire votre ligament antérolatéral, vous multipliez par 5 votre risque de réopération, que ce soit pour rupture ou pour lésions méniscales. Les lésions méniscales et le sport, c'est quelque chose qu'on vient de publier dans le KSSTA. Vous voyez que le type de sport impacte le type de lésion méniscale, probablement parce que la traumatologie n'est pas la même, parce que les appuis sont pas les mêmes. Et vous voyez que le taux de lésion du ménisque médial reste prédominant. Je vous invite, si vous voulez, à aller lire l'article. Mais on avait par exemple plus de lésions de la racine dans le groupe, dans les patients qui pratiquaient le rugby, et plus de lésions de type rampe dans les patients qui pratiquaient le foot. Je vous disais tout à l'heure en introduction, on analyse nos résultats. Ça nous permet aussi d'analyser nos complications. On ne se voile pas la face. On a regardé récemment ce que ça donnait, la satisfaction après une chirurgie du cyclope. On a tendance, on va y revenir avec Nicolas, mais à opérer beaucoup les gens dès qu'ils ne sont pas confortables en extension à 3, 4, 5, 6 mois. Dès qu'ils ne sont pas confortables, même avec une extension complète, s'ils ont une gêne en extension, on les réopère. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de le montrer, biomécaniquement, c'est compliqué de courir correctement et d'avoir une bonne gestuelle dans votre sport si vous n'êtes pas confortable en extension. On a longtemps cru que ça protégeait la greffe, c'est pas vrai. Vous surexposez parce que si vous n'avez pas votre hyperextension, et ça dépend des profils biomécaniques de chacun, vous prenez des risques et vous voyez que les résultats ils sont plutôt bons puisqu'on avait 80% d'IKDC, 80% de SKV et surtout on avait 95% de satisfaction. C'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce que vous le referiez, dans 95% des cas, les gens disent oui. Donc pareil, on analyse nos résultats, on analyse nos complications. Voilà. Je vous remercie, puis je vous invite évidemment à la SFA à Paris en décembre 2026. On espère vous y voir nombreux.